Il est le penseur le plus influent de l'histoire du monde, un homme dont les idées ont imprégné tous les secteurs de la société. Il est le père de la logique moderne, l'inventeur de la science biologique et le fondateur du raisonnement éthique. Bien que seul un petit fragment de ses écrits ait survécu jusqu'à nos jours, son influence sur les mondes occidentaux et islamiques a été profonde. Dans la bio d'aujourd'hui, on va découvrir l'éclat d'Aristote. Les détails de la vie d'Aristote sont peu nombreux. On sait qu'il est né en 384 avant notre ère, dans la ville macédonienne de Stagir, sur la côte nord de la mer Égée. Son père, Nicomaque, était le médecin de la cour du roi de Macédoine, Amyntas II. On pense que la mère d'Aristote, Phastias, était issue de l'aristocratie grecque. Le couple a eu 3 enfants. Aristote étant le plus jeune, il avait une sœur nommée Arymneste et un frère nommé Arymnestus. Nicomaque meurt alors qu'Aristote n'a que 13 ans. Sa mère meurt peu après, et c'est le mari de sa sœur aînée, Proxénos, qui l'élève pendant son adolescence. À l'âge de 17 ans, Aristote est envoyé à Athènes pour y suivre des études supérieures. Il s'inscrit à l'académie de Platon. Platon était le penseur le plus renommé de l'époque, qui avait lui-même reçu l'enseignement du grand Socrate. L'académie avait été fondée 20 ans plus tôt et était située à côté d'une oliveraie à l'extérieur des murs de la ville. Plutôt qu'une école formelle avec un programme établi et une délimitation claire entre le professeur et l'étudiant, l'académie offrait un cadre informel où le maître, Platon, posait des problèmes auxquels ses étudiants réfléchissaient. Au lieu d'écouter des cours magistraux, les étudiants étaient encouragés à s'engager dans une discussion dialectique afin d'établir une vérité au moyen d'arguments raisonnés. Les principaux sujets abordés étaient la philosophie, les mathématiques et l'astronomie. Aristote a étudié à l'Académie pendant 20 ans, passant du statut d'étudiant à celui de professeur. Pendant cette période, il a développé un grand respect et une amitié étroite avec Platon. Les deux hommes avaient cependant des divergences philosophiques fondamentales. C'est pourquoi, à la mort de Platon en 347 avant notre ère, Aristote, son plus brillant élève, ne s'est pas vu offrir la direction de l'Académie. Ce privilège est revenu au neveu de Platon, Speusippe. Peu après, Aristote a quitté l'Académie, apparemment mécontent de la direction qu'elle prenait. Il est possible qu'il ait voulu quitter Athènes en raison de la vague de sentiments anti-macédoniens dans la ville. À cette époque, Aristote avait noué d'importantes amitiés qui allaient lui ouvrir la voie. L'une d'entre elles était Hermias, roi de la cité grecque d'Atarnée en Asie mineure. Hermias était un ancien élève de l'Académie de Platon. Ayant appris la mort du maître, il invita Aristote à venir à Atarnée. Aristote s'installe à Assos, une ville qui fait face à l'île de Lesbos. Il y prend la tête d'un groupe de philosophes et fonde une toute nouvelle académie. Il se concentre alors sur l'observation du monde naturel. Il commence également à travailler sur 2 volumes traitant de la politique et de la royauté. Pendant son séjour à Assos, Aristote rencontre la nièce d'Hermias, Pythias, dont il tombe amoureux et qu'il épouse. Bientôt, une fille naquit, qui s'appelait également Pythias. Peu après, Assos est attaqué par les Perses et le roi Hermias est fait prisonnier et exécuté. Aristote et sa famille s'installent sur l'île de Lesbos, où il passe les 2 années suivantes. C'est là qu'il s'adonne à sa passion pour l'étude de la vie marine. Les travaux qu'Aristote a menés sur l'île ont donné naissance à une toute nouvelle discipline scientifique, la biologie, soit l'étude de la vie. Il était implacablement systématique dans ses classifications. Les créatures étaient divisées en groupes plus importants en fonction de leurs caractéristiques. Il en résulta la publication de 3 ouvrages détaillant minutieusement les caractéristiques des êtres vivants. Il a également étudié l'écologie de l'île. En 343 avant notre ère, Philippe II, roi de Macédoine, invite Aristote à venir enseigner à son fils Alexandre, alors âgé de 13 ans. Aristote accepte et installe sa famille en Macédoine, où il devient directeur de l'Académie royale. Le roi Philippe avait la réputation d'être un guerrier barbare, grossier et sans éducation. Il était fier que son fils développe la même force de résolution, mais il voulait que le prince équilibre sa force avec la connaissance et la sagesse. Il craignait que l'enseignement dispensé par les précepteurs du garçon ne crée qu'une autre version de lui-même. Ce sont ces préoccupations qui ont incité le roi à faire appel au grand professeur Aristote. À l'Académie, Aristote enseigne à Alexandre et à d'autres jeunes membres de la famille royale, dans un style qui rappelle l'Académie platonicienne.
Il leur enseigne la morale, la logique, les arts et la médecine. En outre, des leçons individuelles ont été données à Alexandre. Le jeune garçon était impétueux et têtu, défiant et résistant souvent à son professeur. Cependant, Aristote fait preuve d'une grande patience en façonnant et en modelant la pensée du futur conquérant. La supériorité de son raisonnement l'emporte inévitablement sur le prince. L'un des plus grands défis d'Aristote a été de maîtriser la nature impétueuse d'Alexandre. Lors d'un échange mémorable, il demande au prince quelle est la vertu la plus précieuse qu'un soldat puisse posséder. Alexandre répond immédiatement que c'est le courage. Mais que se passerait-il, demanda Aristote, si l'excès de courage du guerrier le poussait à courir devant son armée et à affronter l'ennemi tout seul? Alexandre reconnaît qu'il serait certainement tué. Mais que se passerait-il si par manque de courage le soldat courait dans l'autre sens? Il serait alors un lâche, répond Alexandre. Par cet échange, Aristote a enseigné à Alexandre l'importance de toujours trouver le point médian et par conséquent de développer un équilibre dans sa vie. Aristote a également enseigné à Alexandre les traditions des héros guerriers du passé. Il a remis à l'adolescent un exemplaire de l'Iliade et l'a encouragé dès son accession au pouvoir à conquérir les terres barbares de l'Est. Aristote avait une vision très ethnocentrique des non-grecs, qu'il a sans doute transmise à son élève. Il les considérait comme des esclaves et donna ce conseil célèbre aux futurs conquérants: sois un chef pour les Grecs et un despote pour les barbares. Occupez-vous des premiers comme d'amis et de parents, et traitez les seconds comme des bêtes ou des plantes. Aristote a su cultiver chez le prince adolescent le goût de la lecture et de l'apprentissage. Jusqu'à la fin de sa vie, Alexandre est resté un lecteur passionné, développant un amour particulier pour les écrits d'Homère. On prétend qu'il a appris par cœur les 15 693 vers de l'Iliade. L'éducation du prince, aux mains du grand philosophe, s'est brusquement arrêtée en 340 avant Jésus-Christ, et Alexandre était l'héritier du trône. Âgé de 16 ans, et il fut appelé à Pella pour régner sur la Macédoine pendant que son père était parti faire la guerre. En 335, avant notre ère, Alexandre avait succédé à son père en tant que roi. L'une de ses premières actions fut de conquérir Athènes, ce qui permit à Aristote de retourner dans la ville où il avait passé ses années de formation. L'Académie de Platon, désormais dirigée par un ancien élève du nom de Xénocrate, exerce toujours une influence prépondérante sur la pensée grecque. Cependant, Alexandre autorise Aristote à fonder sa propre académie rivale. En tant qu'étranger, Aristote ne pouvait pas être propriétaire à Athènes. Il loue donc un bâtiment appelé le lycée, une ancienne école de lutte située à l'extérieur de la ville. Contrairement à l'Académie de Platon, le lycée n'était pas un club privé. Pendant la moitié de la journée, Aristote et ses tuteurs enseignaient à leurs élèves payants des sujets avancés. Ensuite, les portes s'ouvraient et les conférences et discussions étaient gratuites et ouvertes à tous ceux qui souhaitaient y assister. Aristote passa le reste de sa vie à travailler au lycée. Il développa un style unique, enseignant à ses étudiants pendant qu'ils se promenaient dans les jardins de l'école. C'est ce qui lui a valu le surnom de péripatéticien. Autrement dit, ça signifie c'est une personne qui se promène. Le champ d'études du lycée était vaste. Aristote voulait que ses étudiants fassent des recherches et écrivent sur tous les domaines de la pensée humaine, des mathématiques à la biologie, en passant par la philosophie, la politique et l'art oratoire. Les étudiants devaient rédiger leurs arguments sous forme de manuscrits. Ceux-ci étaient rassemblés dans la bibliothèque du lycée, qui devint l'une des premières grandes collections d'écrits historiques. Au cours des premières années suivant son retour à Athènes, la femme d'Aristote, Pythias, mourut. On pense que le roi de Perse, contrarié par le fait qu'Aristote ait aidé à conclure une alliance avec la Macédoine, a fait arrêter et exécuter Pythias. Aristote a le cœur brisé. Dans sa douleur, il écrivit le seul poème de sa vie qui ait survécu, qu'il intitula Ode à la vertu. Avec le temps, Aristote a noué une relation amoureuse avec une femme du nom d'Héphaïstos. Certains récits affirment qu'Héphaïstos était une esclave offerte à Aristote par la cour d'Alexandre, mais ça ne peut être vérifié. En fait, les deux ne se sont jamais mariés, mais Héphaïstos a donné à Aristote de nombreux enfants, dont le premier s'appelle Nicomaque, du nom du père d'Aristote. Héphaïstos resta auprès d'Aristote jusqu'à sa mort. Pendant les années où Aristote établit son lycée à Athènes, son ancien élève, Alexandre, est très occupé à conquérir le monde connu. Son pouvoir grandit en même temps que son ego. Les vertus que le philosophe lui avait inculquées sont mises de côté alors qu'il devient de plus en plus mégalomane.
Il finit par se proclamer divin et exigea de tous les peuples qui se prosternent devant lui en signe d'admiration pour son statut de Dieu vivant. Sur la recommandation d'Aristote, son neveu, Callisthène, avait été nommé historien de l'expédition asiatique d'Alexandre. Callisthène s'inquiétait de l'ego incontrôlé du roi et, un peu bêtement, fit part de ses préoccupations, ce qui conduisit à son exécution. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre, âgé de 32 ans, meurt subitement. Peu après, le gouvernement pro-macédonien est démis de ses fonctions par la force. Les Athéniens reprennent le contrôle et une réaction brutale se déclenche contre les Macédoniens. Le nouveau régime d'Aristote, en tant qu'intellectuel macédonien de premier plan et partisan d'Alexandre, est la cible privilégiée du nouveau régime. Il est officiellement accusé d'impiété, c'est-à-dire de ne pas croire au Dieu de l'État. C'est cette même accusation qui avait été portée contre Socrate qui avait conduit à sa condamnation et à son exécution. Déclarant qu'il refusait de laisser Athènes pécher 2 fois contre la philosophie, Aristote décida de ne pas rester pour se défendre. Il fuit la ville et se rend sur l'île d'Eubée, où se trouve la propriété de sa mère. Il meurt sur l'île en 323 avant Jésus-Christ de cause naturelle, à l'âge de 62 ans. Sa mort est une tragédie. Aristote était mort en tant qu'ennemi de l'État et sa mémoire était découragée. Cependant, son élève et ami Théophraste a gardé ses écrits secrètement cachés tout en prenant les rênes du lycée. Les œuvres d'Aristote ne voient le jour qu'au début du 1er siècle avant notre ère, lorsqu'elles sont appréciées dans le monde romain. Après la chute de Rome, Aristote est également devenu familier au monde islamique, où de nombreux penseurs de l'époque ont apprécié sa méthodologie logique et déductive. En fait, c'est en grande partie grâce à sa popularité dans le monde byzantin que les enseignements d'Aristote ont pu survivre à l'âge des ténèbres. C'est au cours du XIIIe siècle de notre ère qu'Aristote a été réintroduit en Occident. Cela s'est fait principalement grâce au travail de Thomas d'Aquin, qui a tenté d'amalgamer les croyances religieuses avec la science et la philosophie. L'Aquinate a fait de l'affirmation d'Aristote selon laquelle une terre immobile se trouve au centre de l'univers un principe fondamental du catholicisme. Pendant les années de la Renaissance et de la Réforme, une succession de réformateurs religieux et de scientifiques ont commencé à remettre en question certaines croyances aristotéliciennes qui avaient été absorbées par l'Église catholique. L'un d'entre eux, l'astronome italien Galilée, a apporté la preuve par l'observation que la Terre tournait autour du Soleil. Il est ironique de constater alors qu'Aristote aurait sans aucun doute accepté cette nouvelle observation. Les pères de l'Église catholique ont fait alors comparaître Galilée devant l'Inquisition et l'ont contraint à se rétracter. Le physicien anglais William Harvey a découvert plus tard aussi que les organes internes ne fonctionnaient pas de la même manière qu'Aristote l'avait décrit. Un autre point de vue d'Aristote qui a été réfuté est que la décomposition ne se produit que sur la Terre, alors que les cieux ne changent jamais. L'astronome du XIXe siècle Sir Lord Kelvin a remis en question cette notion avec le concept d'entropie qui stipule que toute matière, qu'elle soit terrestre ou céleste, finit par se décomposer. Aristote a également enseigné que les planètes et les étoiles sont toutes enfermées dans des sphères cristallines, chacune imbriquée dans la suivante, la Terre étant la sphère la plus interne. Au XVIIIe siècle, l'idée contradictoire selon laquelle les planètes sont suspendues dans le vide était de plus en plus acceptée. Aristote a écrit quelques 10 millions de mots pour préserver sa pensée. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu au passage des années. Les manuscrits ont été découverts au 1er siècle avant notre ère, lorsqu'ils ont été édités par un homme nommé Andronikos. Les ouvrages que nous possédons aujourd'hui sont dérivés des versions éditées par Andronikos, et n'ont donc pas été directement préparés pour être publiés par Aristote. Aujourd'hui, on est en mesure de lire environ 1 million d'écrits d'Aristote, ce qui représente quelques 20% de son œuvre totale. En raison de la rareté des écrits dont on dispose, on ne peut voir qu'une ombre de l'éclat entier d'Aristote. La qualité de la prose qu'on a perdue a été évoquée par l'homme d'État romain Cicéron, qui, comparant les écrits d'Aristote à ceux de Platon, a déclaré « Si la prose de Platon était de l'argent, celle d'Aristote était un fleuve d'or ». Les œuvres d'Aristote qui ont survécu sont regroupées en 4 catégories. D'abord, l'organon, qui quantifie un ensemble de principes logiques à suivre lors d'une enquête. Vient ensuite la catégorie théorique, qui comprend une série de traités sur le monde naturel. La catégorie pratique ensuite se concentre sur l'atteinte de l'excellence au sein de l'individu, de la famille et de la société. Et enfin,
l'écrit rhétorique, qui rassemble les discours politiques et philosophiques d'Aristote qui ont survécu. Aristote a divisé les sciences en trois catégories: les sciences productives, les sciences pratiques et les sciences théoriques. Les sciences productives englobent des choses telles que la construction et l'architecture, mais aussi la stratégie sur le champ de bataille et la tactique dans les salles d'audience. Il y a aussi les sciences pratiques qui couvrent l'éthique et le comportement guidé. Les sciences théoriques, qui comprennent les mathématiques et la physique, impliquent la recherche de la connaissance et de la compréhension en tant que résultat final. L'étendue des recherches scientifiques d'Aristote est stupéfiante. Ses écrits contiennent des descriptions minutieuses de plus de 500 espèces. Certaines des caractéristiques qu'il a observées n'ont été vérifiées qu'après l'invention du microscope, des milliers d'années plus tard. Ces observations détaillées portaient sur l'anatomie, le régime alimentaire, l'habitat et le système de reproduction des poissons, des insectes, des animaux qu'il a observés sur l'île de Lesbos. L'une des caractéristiques de la pensée d'Aristote était que les preuves étaient l'arbitre ultime de la vérité. Quelle que soit la théorie auquel on adhère, si l'observation prouve qu'elle est fausse, il faut avoir l'humilité de la rejeter et de s'en remettre à l'évidence. Bien qu'accusé d'impiété, Aristote croyait en Dieu. Cependant, son Dieu ne créait ni ne contrôlait l'univers, mais il pouvait l'influencer. Il considérait Dieu comme l'ultime raisonneur abstrait et estimait que le plus haut niveau d'accomplissement pour un humain était d'imiter le plus possible la capacité de Dieu à raisonner abstraitement. Ainsi, plus une personne se rapproche de cette capacité de raisonnement, plus elle se rapproche de Dieu lui-même. La plus grande contribution d'Aristote à l'humanité a été de fournir une méthodologie permettant de trouver des solutions aux problèmes, plutôt que de fournir les solutions elles-mêmes. Lorsqu'il parvenait à des conclusions, il prenait soin de les nuancer en précisant qu'elles étaient fondées sur les preuves disponibles à l'époque. Si de nouveaux éléments venaient à prouver que ces conclusions étaient erronées, alors il les rejetait. Cependant, au cours de la période connue sous le nom de Moyen Âge chrétien, entre 476 et 1453 de notre ère, la méthodologie d'Aristote a été mise de côté et l'attention s'est portée sur ses conclusions qui, contrairement à ses souhaits, ont été acceptées sans se poser de questions. Ainsi, plutôt que d'observer la nature pour y trouver des réponses, on s'est contenté d'accepter ce qu'Aristote avait écrit sur le sujet. Platon et Aristote ont abouti à des approches philosophiques très différentes. Platon était l'idéaliste par excellence, croyant que le monde qui nous entoure n'est qu'un ensemble d'idées. Aristote, quant à lui, était un réaliste qui pensait que la seule réalité du monde était le monde physique dans lequel nous vivons. Chaque homme fournira un ouvrage de philosophie politique. Dans le cas de Platon, il s'agit de la République, tandis qu'Aristote l'appellera la politique. L'œuvre de Platon était axée sur la réalisation de l'état idéal. Il pensait que l'un des moyens d'y parvenir était d'éradiquer la propriété privée, la famille et les rôles des hommes et des femmes. En supprimant ces normes sociétales, Platon espérait transcender l'égoïsme humain afin de parvenir à l'unité sociale. Aristote, cependant, rejette l'objectif final de l'état idéal de Platon. Il soutenait que l'égoïsme fait partie de la nature humaine. Son idée était de concevoir un gouvernement qui reconnaisse l'égoïsme humain et mette en place des freins et des contrepoids pour l'atténuer. Il a souligné le caractère impraticable du point de vue de Platon en posant des questions telles que qui s'occuperait des enfants s'ils ne faisaient pas partie d'une famille? Également, il a soutenu que l'égoïsme humain était une des forces motrices qui conduisent à l'accomplissement. Aristote a conçu un gouvernement fonctionnel qu'il a appelé polis. Dans ce système, il y avait un équilibre entre les riches et les pauvres, et aucun des deux ne dominant l'autre, et les gens étaient obligés de travailler ensemble pour le bien général de la société, tout en conservant leurs droits de propriété. L'une des caractéristiques de la méthode d'argumentation d'Aristote est le développement logique, où chaque point s'appuie sur le précédent. Cette méthode est très différente de celle de Platon dont les idées allaient dans tous les sens. En revanche, Aristote mettait l'accent sur la nécessité d'une discipline mentale qui permette aux participants du débat de rester concentrés sur le sujet. Platon était principalement préoccupé par l'accumulation de connaissances. Il pensait que les idées étaient subjectives et pouvaient être influencées par des opinions personnelles. Aristote, en revanche, se concentrait sur l'observation et l'examen de ce qui est réel. C'était un penseur objectif qui ne laissait aucune place à l'émotion ou à l'opinion personnelle. Platon était un idéaliste. Il pensait par exemple qu'il suffisait de connaître le bien pour faire le bien.
Aristote, en revanche, soutenait que savoir le bien n'était pas suffisant. Une personne doit pratiquer le bien pour son propre bénéfice et celui de la société. Platon pensait également que chaque concept avait une forme idéale, alors qu'Aristote était d'avis que chaque concept devait être étudié au niveau individuel afin de le comprendre. Platon était plus du côté de penser que le raisonnement et les expériences de pensée suffisaient à prouver les choses, tandis qu'Aristote s'appuyait sur l'expérience directe. En raison de leurs approches différentes, les contributions scientifiques d'Aristote ont été beaucoup plus importantes que celles de son maître, Platon. Les enseignements de ce dernier étaient essentiellement théoriques et manquaient de sens pratique alors qu'Aristote nous a légué la méthode scientifique fondée sur l'observation pratique. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à une prochaine pour une prochaine bio.